Une semaine assez volatile et mitigée sur le portefeuille où on a commencé très fort avec plus 1,73 en début de semaine pour finalement finir très faible, on va dire, avec moins 0,41% contre 0,53 pour le S&P 500. Sur le mois, pour le moment, nous sommes à moins 0,24 contre plus 4 pour le S&P 500 et depuis le début de l'année, donc on est là sur un mois qui est pas terrible, on est flat globalement depuis les débuts du mois d'août, on est assez flat. On voit que le S&P a légèrement progressé depuis là, alors que nous, on stabilise un petit peu. Là, depuis le début de l'année, on est à plus 20,09 contre plus 13,93 pour le S&P et sur un an, plus à peu près 33,19 contre plus 20,72 pour le S&P 500, donc ça se porte toujours aussi bien. Aujourd'hui, ce qu'on va voir dans la vidéo, on va parler des super investors qui ont fait leurs achats. C'est la semaine où ils ont donné un petit peu toutes les transactions qu'ils ont pu faire et on va voir quelles sont les entreprises qui valent le coup de surveiller, qui pourraient être de bonnes idées. Parce que comme d'habitude, à chaque trimestre, j'aime bien voir ce qui a été acheté et si ça peut donner des bonnes idées sur des entreprises à avoir en portefeuille, à mettre en watchlist et donner des pistes pour commencer à investir. C'est important. Il ne faut pas copier bêtement les super investisseurs parce qu'ils ont des contraintes différentes des nôtres. Il ne faut pas oublier qu'il y a certaines transactions qui sont juste là pour donner pour récupérer du cash. Certaines sont là également au contraire parce qu'ils avaient trop de cash disponible. Donc il fallait qu'ils trouvent des opportunités, mais ce n'est pas forcément des grosses convictions. Donc il faut faire très attention. Un point aussi sur lequel vous devez faire attention, ce sont les titres. Faites attention, on peut dire tiens, Intel vient de vendre 80 milliards de Apple, sauf que si son portefeuille représente 10 000 milliards de dollars, le 80 milliards ne représente absolument rien et donc c'est une aiguille dans une meule de foin. Donc faites attention par les titres où certaines fois ça peut être très impressionnant quand on voit X millions voire X milliards investis dans une entreprise. Parfois, c'est pas si gros que ça. Je pensais par exemple il y a quelques mois, quand Warren Buffett avait vendu un peu d'Amazon, tous les gros titres disaient Warren Buffett vend 5 milliards d'Amazon, Warren Buffett parie contre Amazon, blablabla. Alors qu'en réalité, Amazon était une position qui représentait 0,8% ou 0,7% du portefeuille de Warren Buffett. Et qu'en plus de ça, il est en train de construire en même temps une position sur Google, donc il ne voulait pas forcément avoir trop de doublons avec l'IA, etc. Donc faites bien attention à à tous ces titres. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais ou quoi que ce soit, hein. Ça veut juste dire que c'est pas parce que quelqu'un vend pour des sommes qui semblent énormes que ça a forcément un impact sur ses convictions et que ça veut forcément dire qu'il ne voit pas quelque chose. Parce que quand on est positionné à 0,5% du portefeuille sur une action, ce n'est pas une grosse conviction. Donc une vente peut vouloir simplement dire qu'on a besoin de liquidité et un achat de 0,5% peut simplement vouloir dire qu'on veut suivre l'entreprise et c'est tout. Donc comme d'habitude, si vous voulez aller plus loin et qu'on travaille ensemble pour construire votre portefeuille, vous pouvez réserver votre audit gratuitement en cliquant sur le lien dans la description. On pourra échanger ensemble sur votre portefeuille, sur la stratégie que vous avez actuellement, voir ce qui peut être amélioré et s'il y a des choses à améliorer, on pourra potentiellement travailler ensemble. Donc l'appel n'engage en rien, vous repartirez quoi qu'il arrive avec de bonnes informations en sortant de celui-ci. Vous avez le lien sous la vidéo. Alors on va commencer par le bas, on va commencer avec, allez, pourquoi pas Monish Pabrai, juste ici, qui a mis à jour ça le 13 août. Alors, ce n'est pas son fonds principal ici. Son fonds principal, c'est le Wagon Fund. Mais ça peut être intéressant. Pourquoi ça peut être intéressant de le voir? Parce qu'aujourd'hui, c'est pour démystifier un petit peu le personnage. J'ai beaucoup de respect pour Monish Pabrai. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, le mec a eu une énorme performance de 1999, qui est 98 à peu près, jusqu'à 2008, 2009, 2010, par là. Et qu'à partir depuis 2010, il sous-performe. Et sauf que beaucoup le prennent comme l'exemple exceptionnel, beaucoup le prennent en disant que regardez, Monish Pabrai fait ça, donc ça veut dire que c'est exceptionnel, ça veut dire qu'il faut y aller, ça veut dire qu'il faut suivre le mec, etc. Alors qu'en réalité, le mec, ça fait quasiment 15 ans qu'il sous-performe les indices sur ses différents fonds. Il a dû changer de structure de ses fonds parce que les clients partaient à cause de ça. Donc attention. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter le mec, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses intéressantes à pouvoir prendre, des leçons à pouvoir apprendre de ce qu'il a fait. Il a quand même une sacrée expérience là-dedans. Mais faites bien attention avec tous ces discours. Alors, Monish Pabrai fait ci, donc il faut absolument y aller. C'est la plus grosse position de Monish Pabrai. Parce que il s'avère que le mec, oui, si on prend sur un an, je crois qu'il a surperformé. Mais si on met ça sur 15 ans, finalement, c'est pas terrible que ça en termes de performance. Donc là, dans ce fonds, il y a une position qui arrive, c'est Kaspi. Kaspi, je crois que c'est une boîte kazakh, si je ne dis pas de bêtises.
C'est une grosse boîte kazakh, je crois, de la fintech ou quelque chose comme ça. Donc Joint Stock Company, Kaspi. C'est une boîte qui est pas trop dégueu. Ça a bien repris là, depuis le début de l'année. On a une performance à plus 10%. Sur un an, on va être à plus 3%. La croissance, on a une grosse croissance du chiffre d'affaires. Malheureusement pour moi, il n'y a pas assez d'historique, donc ça va pas m'intéresser. La dette, normalement, est bien gérée dans cette région du monde. C'est globalement très bien géré. Les marges, par contre, sont bonnes, alors elles ont réduit. Il faudrait creuser ça. Si c'est un business qui vous intéresse, il faut absolument creuser pourquoi les marges ont autant baissé. Il y a dû sans doute y avoir un changement de business model, il y a dû y avoir des acquisitions qui ont été faites. Il faut creuser ça. La rentabilité est excellente. Ok. On a du CAPEX qui est maîtrisé, donc ça c'est bien. Très peu de stock-based compensation. Est-ce qu'on a un dividende? On a un beau dividend yield. Donc c'est pas mal du tout. Maintenant, bon, il y a le risque kazakh dessus. Ça se paye combien de fois les bénéfices? Ça se paye aujourd'hui avec un PER de 8, price sur free cash flow de 12. Historiquement, c'est une boîte qui se paye beaucoup plus, hein, mais bon, on n'a pas assez d'historique encore pour en avoir le cœur net. Faut continuer à creuser ça. Là, on va aller regarder les chiffres d'affaires. Donc le chiffre d'affaires qui évolue beaucoup. On a une belle croissance ici. Les operating income qui là se stabilise un petit peu. Pourquoi il se stabilise? Sachant que c'est une boîte qui est relativement jeune, qui est cotée en bourse depuis pas très longtemps, donc elle devrait être dans une phase de croissance. Alors pourquoi est-ce qu'on a ce ralentissement qui semble avoir lieu aussi rapidement? C'est quelque chose auquel il faut faire gaffe et qui, moi personnellement, me plaît pas trop. Donc c'est pas une boîte que je vais particulièrement suivre, et le reste que c'est connu depuis un moment, le AMR et tout ça, ça fait longtemps qu'il n'a pas trop bougé là, sur ces boîtes. Ensuite, on passe à la personne suivante. On va avoir ici, je pense qu'on va passer sur Terry Smith. Donc Terry Smith, intéressant parce que si vous vous souvenez bien de la lettre aux actionnaires qu'il avait fait, on l'avait lu ensemble il y a quelques mois maintenant. Il est en train de changer de stratégie, c'est-à-dire il fait un switch, il rajoute de l'aspect momentum dans sa stratégie. Donc attention, pas que de l'aspect momentum par rapport au graphique boursier, mais également de l'aspect momentum par rapport aux fondamentaux d'une entreprise. C'est-à-dire qu'avant il essayait d'acheter des entreprises de qualité. Quand les actions baissaient et quand il y avait potentiellement une phase un peu moins bien dans l'entreprise, là il se concentre sur les entreprises où il va y avoir des meilleures phases. Et donc on a beaucoup d'achats qui ont été faits via tout ça, okay. Avec cette nouvelle stratégie, on voit que ça bouge beaucoup. On va voir l'activité. Vous voyez à quel point il a été actif sur le trimestre. Il a vendu The Home Depot, il a vendu Qualys, il a vendu Catalyst. La grosse position qu'il a vendue, c'est Zoetis, qui est représenté 3% de son portefeuille, et Mettler Toledo International, qu'il a vendu à 100%. Donc voyons ça, MTD. Voyons ce que ça donne. Je ne connais pas trop cette boîte, je ne l'ai jamais vraiment trop étudiée en profondeur, mais est-ce que par exemple pour les chiffres, elle pourrait m'intéresser? Alors 77%, ça peut m'intéresser, que la croissance pour moi va être trop faible. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise boîte ou quoi que ce soit, ça veut dire que ce n'est pas une boîte qui colle à ma stratégie. J'ai une stratégie, je vise entre 8 et 15 boîtes dans le portefeuille, donc je n'ai pas de temps à perdre, disons, sur des boîtes qui ne collent pas à mes premiers critères. Il faut voir comme quand on analyse les chiffres d'une boîte, il faut le voir un petit peu comme le poker. Pour ceux qui jouent au poker, vous savez que vous devez sélectionner les mains sur lesquelles vous jouez. Un bon joueur de poker, c'est un joueur qui passe le plus de temps couché qu'à payer pour voir des mains, qu'à jouer les mains jusqu'au bout. La plupart du temps, il fold, okay, il se couche. Donc quand est-ce qu'on décide de se coucher généralement au poker? Quand soit on n'est pas bien positionné sur la table, soit quand on a des mains pas bonnes, ou alors même les deux en même temps, qu'on n'est pas bien positionné, en plus on a des mains pas bonnes. Et mieux on est positionné sur la table, plus on va accepter d'avoir des mains moins bonnes, disons, pour aller voir le flop, pour aller voir la river, etc. Ici, avec la bourse, c'est pareil. Quand on a des chiffres d'une entreprise, c'est un petit peu comme les deux cartes qu'on reçoit quand on joue au poker. Si ces deux cartes qu'on a, c'est par exemple un 3 et un 7, ou un 3 et un 8, qui sont en plus pas de la même couleur, il y a peu de chances qu'on va vouloir jouer le truc parce que les probabilités ne sont pas forcément en notre faveur. Okay. En plus de ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas gagner la main. S'il faut, on peut jouer la main, faire all-in dès le début, avoir une personne qui nous suit, qui fait all-in. La personne avait une paire d'as, nous on a ça. Alors, techniquement, on n'est quand même pas bien placé pour battre la personne. Mais il s'avère qu'on a de la chance et on chope carré de 3 sur toutes les cartes qui arrivent.
ça peut arriver. Les probabilités sont très faibles, mais ça peut arriver. Donc il faut arriver à sortir de ça avec la bourse. Ici, les chiffres, c'est ça en bourse. C'est-à-dire que moi, je regarde les chiffres comme la main qu'on peut avoir au poker. Pourquoi perdre son temps avec des boîtes qui ne sont pas capables, qui n'ont pas des bons chiffres quand on peut les avoir? On a accès à cette information directement. Donc autant jouer avec ce qui peut nous donner les probabilités de gagner, les augmenter le plus rapidement possible. C'est pour ça que je suis intransigeant sur les chiffres. Est-ce que ça veut dire que je vais rater des opportunités? Oui, forcément. Est-ce que ça veut dire que parfois je vais investir dans des entreprises qui ont des super chiffres et qui ne vont pas rapporter de l'argent et qui vont sous-performer? Oui, forcément. C'est pour ça qu'on n'investit pas tout dans une seule boîte quand on construit un portefeuille. Mais en règle générale, ça va augmenter mes probabilités. En me concentrant sur des boîtes qui ont des chiffres exceptionnels, au lieu d'avoir 10% de chances de surperformer, je vais peut-être augmenter à 20%. Ensuite, en ayant uniquement des boîtes avec des avantages compétitifs, ça montait à 50%. Ensuite, en ayant un type particulier d'avantage compétitif ou un management qui agit comme ça ou qui est rémunéré comme ça, ça me fait monter à 60%. Ok, donc c'est tout un micmac, un empilement, on va dire, de Lego à faire là-dessus. Donc c'est pour ça que je suis intransigeant sur les chiffres, parce que autant partir dès le début avec des probabilités qui sont en notre faveur pour avoir une chance de surperformer. Est-ce que ça veut dire pour autant que l'entreprise n'a aucune chance de surperformer? Non. Ça veut juste dire qu'on va mettre des probabilités en sa faveur. Donc là, la croissance, pour moi, elle est trop faible sur le chiffre d'affaires. Sur les bénéfices par action, le 10 ans est bien, mais ça a trop ralenti récemment. Et donc, visiblement, ça pourrait réaccélérer, mais ça reste un petit peu faible. La dette, on a un niveau d'endettement qui est correct, donc là, j'y vois pas trop de problème. Les marges, elles sont très bonnes. Ça s'améliore même, donc c'est bien. La rentabilité, elle est également très très bonne. On voit qu'il y a des rachats d'actions, il y a peu de capex, ok, c'est pas mal du tout. Le dividende, ils n'en versent pas trop. Donc on va aller regarder les bénéfices par action, comment ils ont pu évoluer au cours du temps. On va regarder le nombre d'actions en circulation, on voit qu'il baisse quand même assez bien. Et les bénéfices par action. Ok, ça stagne surtout depuis 2022 à peu près. Alors c'est pas dégueulasse, hein, c'est pas une mauvaise boîte du tout. Ça va juste être un peu faible pour la croissance. Et encore, là, pourrait y avoir une réaccélération de croissance. C'est une boîte que je vais mettre en watchlist. Terry Smith vient de la vendre. Ok, donc là, moi je vais mettre en watchlist une boîte qui vient de vendre. Zoetis, j'ai fait tout un deep dive dessus pour vous expliquer pourquoi c'était de la merde. Donc vous pouvez aller voir le deep dive. On voit qu'il a vendu Visa. Il a vendu du Google, il a vendu du Fortinet. Alors, étant donné qu'il met je ne comprends pas comment il intègre le momentum dans sa stratégie, parce que le momentum est excellent sur Fortinet en ce moment. Le momentum devient très bon sur Visa aussi. Il a réduit MSCI, bon, c'est des petites positions là. ADP, il a vendu, ok. Intéressant. Et lorsqu'il a racheté, alors on va aller là où c'est Viva Systems, ok. Nextracker. On va aller dans les plus grosses positions, si vous êtes intéressé. On peut voir qu'il a acheté du Uber, Mastercard. Donc sans doute qu'il a vendu Visa pour mettre l'argent dans Mastercard, du Netflix, du Applovin. Ensuite, il a beaucoup rajouté dans Napco Security System. Et il a rajouté ça. J'avais cette boîte, je l'ai vendue en début d'année. Je l'avais en portefeuille, mais là c'est petit. Donc on va aller regarder ça. Uber, Mastercard. Il rachète du Taiwan Semiconductor maintenant. Netflix. GE, Vernova, Applovin, c'est globalement les plus grosses qu'il a pris. Alors, Uber, on est sur une croissance du chiffre d'affaires qui n'est pas dégueu, hein, qui est quand même très très bonne, hein, quasiment 20%. Donc c'est super, sur les 10 dernières années c'est 30%. Les bénéfices par action, par contre, là c'est faible parce que c'est trop récent. La rentabilité est trop récente de la part de l'entreprise. Et c'est ce qui fait que moi, je ne me positionne pas. C'est ce qui fait que pour le moment, ce n'est pas une boîte que je suis particulièrement. Il y a deux raisons. La première, c'est qu'elle est rentable depuis trop récent. C'est trop récent qu'elle soit rentable et qu'elle a historiquement eu des problèmes avec l'équipe de direction. L'équipe de direction qu'elle a en ce moment est très bonne. Je n'ai pas grand-chose de mal à dire dessus. C'est très bien. Il semble être en place pour arriver à avoir de la rentabilité, garder cette rentabilité à long terme. Donc c'est une bonne chose. Je pense que ça m'intéressera peut-être dans 10 ans ou dans 5 ans. Si un jour il y a une panique autour de l'action, là peut-être que ça pourrait venir m'intéresser si bien évidemment la rentabilité continue d'être là. Mais là malheureusement c'est rentable depuis trop peu de temps. Il n'y a pas assez d'historique pour que ça puisse m'intéresser. Si on regarde par contre sur le free cash flow, je pense que ça va être un petit peu mieux. Ouais, on a 1 an et demi, 2 ans d'historique en plus où c'est pas mal. Donc pourquoi pas. Les marges s'améliorent très bien. Ok, les marges de free cash flow sont très bonnes.
La rentabilité, le ROCE est un peu faible, le ROIC est un peu faible, mais pareil, si on prend par rapport au free cash flow, c'est beaucoup mieux. Ok, on a 19%. On est sur quelque chose de beaucoup plus intéressant et en croissance. Donc on est sur une belle boîte. Il y a quelque chose à faire pour le futur. Ok, on est loin d'être sur une saucisse, une merde pas possible. Malheureusement pour moi, c'est trop récent, donc je ne la mets pas en watchlist. Ensuite, on a Mastercard. Bon, est-ce qu'on a besoin de présenter Mastercard? Je ne pense pas qu'on ait besoin de la présenter. Exceptionnel en termes de chiffres. Un des meilleurs scores qu'on a sur margin, 97%. Croissance qui est très bonne. Croissance des bénéfices par action qui est très stable, qui est très bonne. Il n'y a pas de dette. Les marges sont exceptionnelles. Les rentabilités sont exceptionnelles. Il y a peu de capex. Il y a peu de stock-based compensation. Ils font des rachats d'actions. Il y a un léger dividende qui est là, qui est très faible, mais qui est globalement là et qui grossit tous les ans. Donc très très bonne boîte. Moi je l'ai même carrément en portefeuille. Donc très très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'il va avoir d'intéressant? On avait vu Taiwan Semiconductor. Alors le problème que j'ai avec Taiwan Semiconductor, c'est un petit peu le problème qu'on a. Je trouve que c'est une excellente boîte de semi-conducteurs. Ça fait partie du top en termes de semi-conducteurs. Vous voyez, 90% de score. Un avantage compétitif qui pour moi est un des meilleurs dans le secteur des semi-conducteurs. Parce que quoi qu'il arrive, en fait, peu importe comment les autres se font la guerre, à la fin de la journée, entre le client final et tous les semi-conducteurs, il y a Taïwan, il y a TSMC. Donc, j'adore cette boîte. Ok, elle est très très bien gérée, tout avance bien, la croissance est exceptionnelle, la croissance réaccélère. La dette, il n'y en a pas. Les marges sont exceptionnelles. La rentabilité est exceptionnelle. Il y a quand même du capex, mais il est un peu en baisse par rapport au cash flow opérationnel. Donc c'est très bien. Le problème que je vais avoir, c'est un petit peu la cyclicité du business. Si on regarde les net income, on peut voir que y a des phases plus ou moins. Alors c'est mieux que des microns et tout ça. Donc là c'est beaucoup plus cyclique, ou des AMD. Parce que là, malgré tout, c'est pas un effondrement et ça repart, c'est une stabilisation. Et ce qui se passe ici, c'est que potentiellement, on ne sait pas quand ça va être. On sait que ça va arriver, on ne sait pas quand. Est-ce que ce sera l'année prochaine? Est-ce que ce sera dans 3 ans? Est-ce que ce sera dans 5 ans? Est-ce que ce sera dans 10 ans? On ne sait pas. Mais il y a un moment où ça va se stabiliser. Et quand ça va se stabiliser, là, ce sera l'opportunité sur TSMC, parce que probablement que l'action va s'effondrer comme à chaque fois ce qu'on a sur les semi-conducteurs. Quand on arrive au pic et qu'ensuite on a de la stabilisation due à la cyclicité du business, ça nous donne ça. Et là, on est dans la phase d'euphorie. On est dans la phase pendant la pandémie, du papier toilette, où tout le monde va acheter du papier toilette. Donc les ventes de papier toilette explosent complètement. Quand la pandémie est finie, les gens ont fait tellement de stocks de papier toilette que pendant un an, ils en achètent beaucoup moins parce qu'ils avaient les stocks chez eux. Et c'est ce qui se passe avec les puces. En ce moment, tout le monde a peur de manquer de puces, de manquer de mémoire, de ne pas pouvoir faire les choses comme ils veulent. Donc ils achètent, ils stockent, etc. Pour le moment, ils arrivent à les revendre assez rapidement, à les utiliser assez rapidement, à les déployer assez rapidement. Donc ils n'ont pas énormément de stock, mais il y a un moment où ils vont commencer à accumuler du stock et se rendre compte qu'ils n'ont pas besoin d'en racheter tous les ans et d'en acheter autant tous les ans. Et c'est là que ça va se stabiliser. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand ça va arriver. Personne ne peut dire quand ça va arriver. Okay, parce que si vous allez regarder les earnings call de Taiwan Semiconductor, de Micron et tout ça, par exemple en 2022, quand on est à ce pic ici, aucun d'entre eux vous disait que l'année prochaine, ce sera l'année pas bonne. Okay, ils guidaient tous de la croissance. Okay, il n'y en a aucun qui guidait que ça allait faire un recul assez fort comme ça. Donc faites bien attention à ça, parce que même les dirigeants de ces entreprises ont du mal à guider pour les années suivantes. Là, en ce moment, ils semblent avoir des gros carnets de commandes, mais le jour où on sera en haut, comme ça, là, comme on était, on va dire en semaine, là tu vois, le jour où on sera à ça, attends, c'est 2022. Voilà. Le jour où on sera à ça, on ne sera pas capable de le voir, ils ne seront pas capables de le voir, et l'année d'après, hop, on se retrouvera avec la baisse. On se retrouvera avec ça. Et ça, ce ne sera pas terrible. Ce n'est pas ce qu'on veut voir. Si on regarde rapidement le cours de l'action sur les 5 dernières années, vous voyez là, 2021, et hop, là, tout 2022, ça a bien baissé. On est passé de 130 $ à 65 $. Ça a été divisé par 2. Le prix de l'action a été divisé par 2. Ça risque d'arriver avec les semi-conducteurs. Donc c'est pour ça que je ne la mets pas en watchlist maintenant. Je la mettrai en watchlist quand on sera dans le cycle inverse. Quand on sera dans le cycle inverse, là, ça m'intéressera. Comme par exemple ici, là, 2025, là, ça m'intéressait. C'est là où moi je suis rentré dans
dans les boîtes de semi-conducteurs que j'avais achetées, c'était pendant ça, quand personne vraiment s'y intéressait. Là, ça m'intéressera quand, si on a un nouveau truc 2022, que ça rebaisse, parce qu'un jour, bon, ils sont essentiels, donc on va refaire du business avec eux. Donc c'est dans ces moments où les PER, je les trouverai intéressants. Et donc il ne faut pas se faire piéger par les PER qu'on voit, etc. On peut se dire un PER de 27, c'est pas forcément très très élevé, surtout pour une boîte qui grossit autant. Le truc, c'est que quand la croissance s'arrête, si ça devient élevé comme PER. Quand la croissance s'arrête, ça devient élevé parce qu'on n'est pas à l'abri que pendant 3 ans, il n'y ait plus de croissance, que ça reste plat. Ça, c'est le meilleur des scénarios, que ça reste plat. Il y a l'autre scénario aussi, c'est que ça baisse. Et donc si c'est divisé par 2, ça fait que si par exemple le bénéfice net est divisé par 2 parce qu'il n'y a plus de commandes et que ça ne tourne plus, on passe d'un PER de 27 à un PER de 50. A priori, pour le moment, on n'a pas encore les premiers signes que c'est fini. Les premiers signes qu'on arrive sur la fin du cycle. Les signes semblent plutôt aller dans le sens où le cycle devrait continuer encore quelques temps. Maintenant, le truc, c'est que je ne sais pas dire si ça va durer 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc, étant donné que je ne sais pas dire ça, je préfère rester en dehors de ça et pas me faire piéger. Parce que je vais rater une opportunité, peut-être, très probablement. Mais bon, ma foi, je vis assez bien avec ça. Mon portefeuille performe très bien. Donc, ce n'est pas ça qui va m'empêcher d'avoir une bonne performance. Pour ça que Taiwan Semiconductor, je ne prends pas. Netflix, on va aller regarder Netflix. Netflix a beaucoup baissé suite à l'annonce des derniers résultats. Je n'ai pas trop apprécié le fait qu'il soit de moins en moins transparent sur les chiffres. Maintenant, il s'avère qu'il commence à être à des niveaux de valorisation qui deviennent quand même pas mal. On est du Netflix, ça se paye. Le price sur free cash flow est à 29, le price sur earning est à 24. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas payé aussi peu cher pour la boîte. Donc ça devient assez. Ça pourrait devenir intéressant. On a une croissance qui est quand même assez intéressante. Alors on a une croissance bien moins rapide qu'avant, ça c'est sûr, mais on commence à être sur on est sur des niveaux de croissance qui restent tout à fait corrects, tout à fait tolérables. Il n'y a quasiment pas de dette sur le business. Les marges sont très bonnes et elles sont en amélioration. La rentabilité est très bonne et elle est en amélioration. Il y a peu de CAPEX, il y a peu de stock-based compensation, donc c'est très bien. Alors attention avec le CAPEX parce que c'est pas parce qu'il y a peu de CAPEX qu'ils ne vont pas dépenser beaucoup pour leurs films, pour investir et tout, mais ce n'est pas considéré comme du CAPEX, donc c'est bien. Ils font beaucoup de rachats d'actions. Si on regarde ici, là, cette année, ils ont racheté pas mal, tout un paquet d'actions. Là, 2025, 9 milliards. Ils sont partis pour faire potentiellement même plus cette année. C'est très bien. Ils rachètent pendant que l'action baisse, pendant qu'on est sur des niveaux de valorisation qui semblent assez bas. On est sur les niveaux là de 2023 à peu près. Donc il y a potentiellement 2023-2024. Donc il y a potentiellement quelque chose à faire. Je pense que c'est une boîte qui mériterait d'être surveillée, qui mérite de rentrer en watchlist. Donc hop, je la sauvegarde. Elle était déjà sauvegardée, mais je la sauvegarde pour la watchlist. Ensuite, on a GE Vernova et ensuite on va faire Applovin GEV. Donc là, ce qu'il a rajouté en portefeuille, le jeune Terry Smith, ça semble être assez prometteur. GE Vernova, donc là, on a une boîte qui a un beau momentum. Le score n'est pas terrible. C'est quoi? Ah, mais c'est pas terrible parce qu'elle a été cotée. C'est un spin-off, je crois, de General Electric, si je me souviens bien. C'est des utilities, ok, du renewable. Alors la croissance n'est pas terrible pour le moment, mais visiblement les estimations sont que ça va s'accélérer. Pareil pour les bénéfices par action. La dette, il n'y en a quasiment pas. Les marges, si tout s'accélère, je pense que les marges vont s'accélérer aussi. La rentabilité est un petit peu faible, mais je pense que ça risque de s'accélérer. Ça rentre là dans le... moi, je le mets en hors cercle de compétences. Ça, ici, je vais le mettre hors de mon cercle de compétences, à 30 fois les bénéfices, 22 fois les free cash flow. C'est possible que ce soit vraiment pas cher à ces prix-là, surtout s'il y a une croissance assez élevée qui va arriver, ce qui va améliorer probablement la rentabilité, les marges et tout ce qui va avec. Malheureusement, celle-là, c'est hors de mon cercle de compétences, donc je ne l'ajoute pas dans ma watchlist. Tout simplement parce qu'il faut étudier le spin-off, il faut étudier la structure du spin-off qui a été fait avec le groupe principal et voir quels sont les tenants et aboutissants, qui récupère quoi, qui récupère les actifs stratégiques. Et donc là, malheureusement pour cette entreprise, il faudrait carrément tout un deep dive dessus pour le faire. Et étant donné qu'elle est trop récente, ça ne va pas forcément rentrer dans mes priorités à en faire un deep dive. Et on passe sur Applovin, ceux qui jouent un peu aux jeux mobiles. C'est eux qui mettent les pubs
des pubs un peu à la con sur vos jeux mobiles. Belle boîte en termes de marge, on va voir un petit peu tout ça. Je pense que c'est parce qu'elle n'a pas assez d'historique qu'elle a un score faible. Si elle avait plus d'historique, il y aurait ça. Mais depuis c'est pas mal, hein. La rentabilité est très bonne, il y a peu de dettes. La rentabilité, c'est bon, les marges sont exceptionnelles. Il y a peu de capex. Compensation, c'est convenable. On va aller regarder la croissance du chiffre d'affaires. Il y a eu ce ralentissement assez fort ici et là, ça repart. Les bénéfices opérationnels, voyons ce que ça donne. Là, il y a eu ces 2 années où c'était pas terrible et ça repart très 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 fort en ce moment. Les bénéfices par action. Là, pareil, on a eu les 2 années pas terribles, 2020-2022, et ça repart. Pas mal. Et le nombre d'actions en circulation, il avait bien augmenté et là, il diminue. Donc, ça peut être intéressant. Idem, ça va être trop récent pour moi pour que je m'y intéresse, mais aujourd'hui c'est un PER de 24, un price sur free cash flow de 23. Pour une boîte qui grossit globalement à 20% par an, c'est pas ridicule, hein. C'est pas ridicule comme prix, ça mériterait d'avoir une vision là-dessus, voyons. Il y a le directeur qui possède 2% de la boîte, je vais la mettre en watchlist. Je vais la mettre en watchlist, même si elle est un petit peu récente, on n'a pas encore 10 ans d'historique, on a quand même 5 ans d'historique, donc peut y avoir quelque chose d'intéressant. On peut voir que il y a vraiment juste eu cette année-là, 2023, qui n'était pas terrible du tout. Il faudrait essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas été terrible, qu'est-ce qui s'est passé, parce que c'est globalement, si je ne dis pas de bêtises, un business de pub. Provide specialized software platform focus on empowering mobile application developers to enhance the marketing and revenue generation of their product. Ouais, donc c'est de la pub, je crois, sur les mobiles, ils améliorent tout ça. Donc voir qu'est-ce qui s'est passé là-dessus. On voit que c'est 50-50 entre États-Unis et autres. Ça va en watchlist. Il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. On va passer maintenant, on a fait Terry Smith, on va aller continuer, on va aller voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Terry Smith, il était ici, on remonte tranquillement. Chris Hahn. Alors Chris Hahn, voyons l'activities. Il a vendu toutes ses Microsoft. On l'avait vu la semaine dernière, hein, la valorisation de Microsoft. Je pense qu'il a dû vendre. Alors, je ne sais pas s'il a communiqué là-dessus, mais je pense qu'il a dû vendre parce qu'il veut sortir un petit peu de cette guerre de CAPEX. Parce que si on regarde son portefeuille aujourd'hui, il s'est quand même séparé beaucoup des boîtes qui sont lourdes en CAPEX et il lui reste que Alphabet, qui est à 7%, 8% du portefeuille à peu près. Le reste, il s'en est séparé pour aller accumuler des parts dans des boîtes un peu moins CAPEX heavy. Sinon, si on regarde Microsoft, la valorisation est pas dégueulasse, hein. Le price sur operating cash flow, il a bien rebondi depuis les plus bas qu'on avait eu juste avant, mais il est quand même tout à fait intéressant, tout à fait correct. On avait vu la semaine dernière que globalement Microsoft aujourd'hui c'était un prix intéressant, c'était un prix qui était correct. Okay, quand je dis intéressant, c'est qu'on n'était pas beaucoup trop cher, on n'est pas non plus sur le deal du siècle à ces prix-là. Voyons ce qu'il a acheté. Il a rajouté du Vulcan Materials, Martin Marietta. Il a acheté un petit peu d'S&P Global, un petit peu de Ferrovial, un petit peu de Visa également. Donc on voit que Visa, ça va être une de ses plus grosses positions. Ça va être surtout ça, là, les Martin Marietta et VMC. Je ne connais pas du tout ces boîtes, ça va être intéressant de voir à ce que ça va donner. Donc c'est dans les matériaux, j'imagine. Donc ça va être un secteur qui est potentiellement un petit peu cyclique. Donc construction matériel, ils font quoi? Company specialized natural resource derived building materials that will deliver a wide range of aggregates and other heavy construction components to the building industry. Ok, donc là c'est pour la construction de building. J'imagine aux États-Unis. Ouais, ça aussi, Southwest, je pense que c'est aux États-Unis directement. La croissance, elle est un petit peu faible pour moi ici. La croissance des bénéfices par action, par contre, est pas mal du tout. Le free cash flow est pas mal du tout. On va aller regarder ça. Comment ils arrivent à sortir ça? Parce qu'ils font pas tant que ça le rachat d'actions. Mais les bénéfices par action, ils sont bien augmentés. En fait, il y a eu une année sans doute exceptionnelle. Ils ont dû revendre des actifs ou quelque chose. Il faudrait voir ce qui s'est passé là. Voyons si l'operating avait augmenté beaucoup cette année-là. Ouais, l'operating a beaucoup augmenté en 2024 aussi. Donc, il faudrait voir ce qui aurait pu se passer en 2024. Il faut aller creuser là va falloir aller creuser le earnings call pour comprendre ça.
Ça se paye aujourd'hui un PER de 13. Après, ça c'est sans doute qui nous fait un value bet là-dessus. Ça ressemble un peu à un value bet. On est une valorisation, la médiane est à 24, on est à 13 aujourd'hui. Donc une valorisation historiquement très faible pour une boîte qui est un petit peu endettée quand même, mais ça reste convenable. Belle marge opérationnelle. Une rentabilité qui pour moi est un petit peu faible sur base de ROIC, ROCE. Il y a quand même pas mal de CAPEX. Alors on n'est pas sur une boîte merdique, mais on est sur une boîte qui... je vais avoir un petit peu du mal. Là, tu vois, c'est les cartes qui ne me plaisent pas pour commencer ma main au poker, donc je vais passer mon tour là-dessus. Et l'autre, c'est Vulcan Material, VMC. Donc visiblement, il doit tenter sans doute un value bet sur les matériaux de construction en se disant que les États-Unis en ce moment sont sous-construits, donc il va y avoir beaucoup de demandes pour la construction et que eux en tireront profit. Je pense qu'il doit essayer de trouver des boîtes qui pourraient tirer profit de tout ça. Là, on est sur un PER de 33, par contre, on est sur autre chose. La croissance, là, est plus correcte en chiffre d'affaires. Bénéfice par action, elle est très bonne. La dette, elle est bien gérée. Les marges sont globalement bonnes. La rentabilité est un petit peu faible, c'est ça qui fait baisser le score. C'est les ROIC qui sont assez faibles. Le CAPEX, un peu mieux que l'autre. C'est pas trop mal. J'imagine qu'ils font quelques rachats d'actions. Ouais, le nombre d'actions en circulation baisse légèrement. Les bénéfices par action, il y a eu une augmentation, c'est ça qui fait... c'était très très stable, ça bougeait quasiment pas. On voyait qu'on avait les mêmes bénéfices par action en 2022 qu'on avait quasiment en 2006-2007. Donc là, on repart bien, mais ça avait bien stagné pendant un long moment. Donc là, pareil, moi je vais passer mon tour là-dessus. On passe au prochain. On a fait Chris On. On peut regarder rapidement François Rochon. François Rochon qui nous ajoute du ADP. Gros rajout à 56%. Il a rajouté un petit peu de ResMed. Ok, il construit sa position progressivement dessus. ResMed, moi je passe parce que c'est dans le secteur médical et donc on n'est pas à l'abri d'une mauvaise chose qui arrive et qui détruise un petit peu la boîte. On l'a vu avec le principal concurrent qui était Philips. Qui s'est vu retirer ses masques parce qu'ils étaient mauvais, quoi. Et c'est pas... Même si ResMed, visiblement, font le travail qu'il faut pour ne pas se retrouver dans la même situation, on n'est pas à l'abri que la même chose arrive. Donc je vais plutôt passer. Depuis le début de l'année, on a moins 8. On semble être sur des niveaux de valorisation qui deviennent tout à fait corrects. C'est une belle boîte, mais moi je passe à cause du secteur ici. Je vais les voir ADP. ADP, qu'est-ce que ça donne ? 79%, c'est un beau score. Ça a bien repris depuis avril. On est passé de 195 à 276. Donc là, en 6 mois, on prend plus 23% et en 3 mois, plus 23%. C'est pas mal sur le max. On est sur une boîte qui quand même a un historique qui est pas mal du tout, qui a bien repris. Croissance de chiffre d'affaires un peu faible. Bénéfice par action, c'est à la limite. Les deux là sont à la limite pour moi. La dette, par contre, j'imagine qu'elle est très bien. Les marges sont légèrement en baisse par rapport à il y a 5 ans, mais sans doute qu'il y a 5 ans, on avait dû avoir une reprise après pandémie qui a boosté un petit peu tout ça. La rentabilité est globalement bonne. Il y a peu de CAPEX. C'est une boîte qui aujourd'hui se paye 24 fois les bénéfices, 21 fois le free cash flow. C'est un petit peu cher. C'est correct, c'est même c'est un peu cher. Une boîte comme ça, avec une croissance assez faible comme ça, pourrait se payer peut-être un petit peu moins, mais j'imagine qu'il doit y avoir une certaine stabilité dans les revenus. On va aller regarder ça. Ouais, c'est très stable. C'est très stable et je pense que le marché met un petit premium pour récompenser cette stabilité. Vous voyez, c'est quand même très stable, c'est quand même assez exceptionnel. Bénéfice par action. Il y a une sacrée stabilité depuis une vingtaine d'années. Donc non, là-dessus, c'est une belle boîte. C'est un petit peu cher. Ça mérite d'aller en watchlist si on a une nouvelle baisse qui arrive comme on a pu avoir en cours de début d'année depuis 2025 jusqu'à maintenant. S'il y a une nouvelle baisse comme ça, ça peut mériter d'intégrer une watchlist. Ce n'est pas une mauvaise boîte. La croissance est légèrement faible, mais on est sur une boîte qui est tout à fait correcte, qui a des super chiffres. Donc ça intéresse, c'est juste un peu cher à l'heure actuelle. On est un peu cher, je veux dire qu'on est à un prix correct. C'est-à-dire 20 fois les bénéfices.
On paye clairement un premium parce que la croissance est à peine à 10% par an. Donc 20 fois les bénéfices pour 10% par an de croissance, c'est tout à fait correct. Je pense que on paye un léger premium pour la stabilité de la boîte. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Est-ce qu'on a eu des grosses ventes? Des boîtes où il a tout vendu et qui représentaient une bonne partie? Non, rien. Qu'il a revendu et qui était une très grosse partie. Alors, on a fait François Rochon. Qu'est-ce qu'on peut aller voir? On va pouvoir aller voir Chuck Acre, qui est pas mal, qui a beaucoup réduit pour ajouter un petit peu de ServiceNow et un petit peu de CoStar Group. Un CoStar Group, je ne connais pas. On va aller regarder ça. CoStar Group, on est un score de 35. La croissance est bonne ici. Bon, la rentabilité ne me semble pas être trop ça. Voyons ce qui se passe. Ouais. Là, on a une belle croissance. Ça s'est stabilisé, ça baisse. Ça, c'est le genre de truc que j'aime pas trop. Donc ça va partir à la poubelle pour moi. Bien réduit Airbnb, bien réduit O'Reilly et Copart. Il a fait juste que réduire un petit peu les choses. Il n'a pas du tout acheté. Et dans les grosses réductions, c'est O'Reilly Automotive. On va aller regarder Orly, qui est une très belle boîte. C'est un cannibale de rachat d'actions. Ils rachètent des actions comme pas possible. Ils ont un score qui est tout à fait correct. Vous voyez qu'on a une croissance qui est correcte, entre 6 et 8% par an du chiffre d'affaires. Mais les bénéfices par action ont augmenté beaucoup plus que ça. Là, à 9%, je crois que c'était même un peu plus à une période. C'est juste que là, ça a dû se calmer parce que la valorisation était devenue assez élevée. Donc, ils ont dû se calmer sur les rachats d'actions, mais on a une belle croissance des bénéfices par action, tout simplement parce qu'ils font des gros rachats d'actions, ce qui pousse à la hausse. Et là, visiblement, ils ont émis des actions en 2025. Intéressant. Ils ont émis des actions, c'est assez rare pour cette boîte. Je pense qu'on a dû avoir une petite erreur de... Non, on n'a pas d'erreur d'affichage, ils ont émis des actions. C'est rare, c'est rare que l'entreprise émette de nouvelles actions et aujourd'hui, ça se paye à peu près 28 fois les bénéfices, 34 fois le free cash flow. Ce serait intéressant de... Faudra aller voir ici pourquoi ils ont émis de nouvelles actions. Qu'est-ce qui les a motivés à faire ça et voir les explications du management. C'est une boîte que j'ai en watchlist. O'Reilly Automotive, c'est une boîte que j'ai en watchlist. J'ai également AutoZone en watchlist qui peuvent de temps en temps être intéressants à rentrer, mais il faut avoir l'opportunité en fait. Là, ça peut commencer éventuellement à devenir intéressant. Là, vous voyez AutoZone qui a 6% de croissance par an du chiffre d'affaires, alors que les bénéfices par action augmentent de 15%, tout simplement parce qu'ils rachètent beaucoup d'actions. Est-ce que AutoZone aussi a fait une dilution de ses actionnaires? Non. AutoZone a continué de racheter des actions. Donc ça, c'est pas mal. Et derrière, est-ce qu'on est? On a un PER de 20 là sur AutoZone, price sur free cash flow de 30. Donc ça devient assez faible. Ça devient assez faible pour une boîte qui devrait grossir de 10-12% par an. C'est pas mal du tout. Voyons le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires a une très belle linéarité dans sa croissance. Donc ça, c'est bien. Les marges sont restées... Elles ont légèrement baissé, mais elles restent très stables. La rentabilité reste stable et bonne. Il y a quand même pas mal de capex. Là, ils investissent beaucoup. Mais globalement, c'est pas mal. AutoZone, ça, c'est dans ma watchlist de toute façon. On voit que lui, il a vendu ça. Copart, bon, ça représentait déjà plus grand-chose. Donc on peut passer. C'est pas une boîte que je trouve particulièrement intéressante. Je trouve qu'il y a bien mieux. On va aller en faire un dernier. On va aller voir Bill Ackman. Bill Ackman qui a fait une grosse transaction. Beaucoup de transactions ce mois-ci. Il a acheté Visa, Mastercard, S&P Global, Netflix, Pershing Square USA. Donc je crois qu'il a fait une entité publique pour son fonds d'investissement, un petit peu à la Berkshire Hathaway. Mais le Mastercard Visa, donc gros pari là-dessus. Je suis assez content de voir ça. S&P Global. Donc S&P Global, qui est une très belle boîte. Moi, j'ai préféré un de leurs concurrents sur certains segments qui est MSCI. Pourquoi j'ai préféré MSCI? Parce que dans les segments où ils sont concurrents, donc Market Intelligence et l'indice, ces deux segments-là, MSCI a une meilleure croissance, MSCI a des meilleures marges, MSCI a des meilleurs retours sur capitaux. Donc j'ai préféré me mettre dessus. Maintenant, MSCI n'a pas le segment ratings et S&P Global domine dans le segment ratings. Il y a un triopole avec Moody's et Fitch, mais S&P est le plus gros dans ce segment. Donc super boîte qui est devenue pas très chère récemment avec la baisse qu'on a. On peut voir que ça se paye 22 fois les bénéfices, enfin 22 fois le free cash flow
pour une boîte qui a une super linéarité de croissance, hein. C'est exceptionnel. Alors attention, bien évidemment, la croissance, il faudra l'ajuster de temps en temps en fonction des acquisitions qu'ils ont faites, parce que parfois on peut avoir un boost à cause de ça. Donc attention à ça, mais ça réaccélère un petit peu pour le business. Le point qui me bloque un petit peu aussi, autre que dans les segments où ils sont concurrents, je trouve qu'MSCI fait mieux, a des meilleurs chiffres. L'autre point qui me bloque sur S&P Global, c'est la tendance à faire des rachats d'entreprises, à aller acquérir des boîtes pour grossir. Et ça, j'aime pas trop. Et le dernier point, c'est le ownership. On peut voir que S&P Global et MSCI, ce n'est pas des boîtes qui sont dirigées par les fondateurs. Okay, mais là, on a un alignement de la CEO qui est ridicule. 0,009%. Ok, ça ne fait qu'à peine 11 millions de dollars. Enfin, à peine 11 millions, c'est déjà pas mal, 11 millions de dollars, hein, mais c'est pas tant que ça. En plus de ça, c'est très 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 faible, hein, la participation. Alors oui, il me semble qu'elle a commencé à acheter des actions il n'y a pas très longtemps. Ok, vous voyez, en avril 2026, elle a acheté des actions. Mais si on regarde MSCI, vous allez voir que l'équipe de direction est beaucoup plus intégrée, hein. On a le CEO qui possède 2,3%. Un directeur qui possède ici 0,03, le CFO 0,03, le CPO pardon, 0,03, le CFO 0,03, là un directeur 0,2. Vous voyez qu'il faut descendre un bon moment pour avoir des personnes qui possèdent moins que la PDG d'S&P Global. Donc je trouve que l'alignement est beaucoup plus intéressant ici. En plus de ça, le plan de rémunération est beaucoup plus intéressant sur MSCI. Quand je dis le plan de rémunération, c'est que beaucoup plus est basé sur la performance par rapport à S&P Global et c'est de la performance qui est très 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 élevée avant qu'ils touchent leur bonus. Donc ils ont tout intérêt à aller chercher tout ça. Donc c'est pour cette raison aussi que je vais préférer MSCI et S&P Global, mais c'est pas pour autant qu'S&P Global n'est pas une mauvaise boîte, est une mauvaise boîte, c'est une très très bonne boîte, juste que j'ai ma préférence. Mais avoir du S&P Global en portefeuille fait tout à fait sens aussi parce que ça reste une boîte exceptionnelle. On peut voir qu'il a réduit Amazon. Il a sans doute réduit Amazon pour acheter Visa, Mastercard, S&P, Netflix. Il a sans doute aussi levé des fonds grâce à Pershing Square USA, ce qui lui a permis d'avoir aussi sans doute des fonds pour continuer à acheter. Il a renforcé Uber et le gros achat, c'est Netflix. Je vous ai déjà donné mon avis sur Netflix. Pour moi, c'est encore un petit peu... Alors, c'est pas forcément cher. Ça représente un prix qui est tout à fait correct. Ok. Mais j'ai du mal, moi, avec le management de Netflix. J'ai du mal. Ils veulent faire une acquisition bizarre. À ce moment-là, il n'y a aucun moment où ils nous disent non, on est des bâtisseurs, on n'est pas des acquéreurs, parce que là, ils veulent faire l'acquisition. L'acquisition tombe sous l'eau alors qu'ils voulaient la faire beaucoup trop cher. Ils se font sauver par les grâces des dieux et elle tombe à l'eau. Et là, d'un coup, maintenant, ils ressortent le discours, on est des bâtisseurs, pas des acquéreurs. Donc, c'est un petit peu... voilà quoi, hein, ils disent un petit peu ce qui les arrange. En plus de ça, on a eu ils sont de moins en moins transparents sur des métriques qui sont en plus de ça assez importantes pour le business. Donc, je trouve qu'il y a des opportunités potentiellement mieux, plus safe en ce moment. Donc, je préfère passer mon tour. Maintenant, ça reste une belle boîte, hein. Si Bill Ackman l'achète, le mec, c'est pas un guignol, hein. Donc, ça s'entend, ça se fait. Donc, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant comme achat, surtout que si vous vous souvenez bien, il avait acheté pendant la débâcle de 2022 pour revendre en perte. Et après, on voit ce que ça a donné, hein. Il aurait largement gagné s'il n'avait pas revendu. Et ensuite, là, c'est en train de baisser, il rachète. Donc, on va voir ce que ça va donner. Espérons que ça lui réussisse mieux. Je sais que dans l'audience, il y a quelques-uns d'entre vous qui êtes actionnaires de Netflix. Donc, ça peut être intéressant de voir ce que ça va donner. Mais... je ne suis pas un grand fan. Je l'ai en watchlist, hein, parce que ça reste une belle boîte, hein, les chiffres sont très bons, mais il va falloir, je trouve que le risque en vaudrait plus la chandelle ici aux alentours le PER il est à 24, aux alentours de 20 fois le PER, entre 18 et 20 fois le PER, je trouve que ça vaudrait le coup. Ça nous donnerait suffisamment de garantie sur le potentiel de croissance, ça donnerait de la marge de sécurité aussi sur la croissance si elle déçoit, et ça aussi l'entreprise... si là, il ne grossit pas à 20% par an ses bénéfices par action et qu'elle grossit à 15% par an, qui serait déjà très bien et qui justifierait globalement le prix aujourd'hui,
le marché risque de très mal accueillir, de le punir. Donc il faudrait faire attention à ça. Parce que là, le marché quand même vise une croissance assez intéressante et elle a l'habitude de cette croissance. Et donc, on est sur une boîte qui est en ralentissement. Les taux de croissance sont en plein ralentissement pour l'entreprise. Ils tentent des choses en rajoutant la pub, en tentant des nouveaux comptes, mais malheureusement, ça ne suffit pas pour réaccélérer la croissance. Donc, ça semble être un peu plus compliqué pour réaccélérer tout ça. Pas forcément pour bien être profitable et tout, ça restera très profitable, mais la réaccélération semble un petit peu compliquée. Donc c'est tout pour les achats des super investisseurs qu'on a couverts dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires s'il y a d'autres super investisseurs que vous aimeriez que je suive pour des prochaines vidéos. Alors il faut savoir que je regarde majoritairement les super investisseurs qui surperforment les indices, ceux qui surperforment depuis plusieurs décennies, pas qui surperforment depuis 1 an ou 2, vraiment depuis plusieurs décennies, parce que c'est comme ça qu'on peut s'en inspirer, qu'on peut relever les structures de portefeuille, qu'on peut relever les choses intéressantes derrière. Donc si vous en avez des comme ça, dites-le moi en commentaire, qu'on puisse aller potentiellement regarder ça dans une prochaine vidéo. Si vous voulez avancer plus rapidement vers vos objectifs et qu'on bosse ensemble sur un portefeuille qui surperforme les indices, vous avez le lien dans la description pour réserver un appel avec moi. On fera un audit ensemble de votre portefeuille et on verra ce qui peut être amélioré pour aller chercher plus de performance. On se dit à très vite pour le prochain épisode. Ciao, ciao!